ça fait 2 ans, en gros, que de l'autre côté de la frontière, pas loin, on s'est penché sur la question en se disant mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a essayé de comprendre. Elle est née il y a déjà 10 ans, cette réflexion en Allemagne. Alors, je suis désolé, vous c'est Industrie 4, du futur, là-bas c'est Industrie 4.0. D'ailleurs, ça rejoint Industrie 4.0, l'industrie du futur. Vous collaborez avec les Allemands. J'ai rien dit. C'est né... En fait, j'ai découvert un bouquin que je vous conseille tous de lire. C'est 2 Français qui l'ont écrit, qui ont beaucoup travaillé avec l'Allemagne. Il s'appelle Dorothée Koller et Jean-Daniel Weitz. Et c'est le premier livre que j'ai lu qui n'était pas en train de parler de robots, désolé pour ceux qui en parleront, d'additive manufacturing, d'impression 3D, de tout ce qu'on pouvait entendre comme quoi c'était ça, qu'il n'y aurait plus de boulot demain parce que tout serait remplacé par des robots, qu'impression 3D allait remplacer tous les moyens de production qu'on pouvait connaître, et si on enlevait de la matière, on n'était pas dans le trend. Ils ont écrit un livre sur l'histoire des 10 dernières années, des faits. Pourquoi les Allemands ont réuni un jour leur ministère de l'Éducation, de la Formation, leur ministère de l'Économie, des syndicats, et ont commencé à réfléchir à comment l'industrie allemande allait vivre, continuer à produire autant de produits manufacturés qui font leur force indéniablement. En fait, c'est né d'une peur de devenir des sous-traitants, des GAFA, d'Apple, d'Amazon, de Google, etc. Parce que qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils captent nos besoins, nos envies. Ils analysent ce qu'on veut dès qu'on traîne sur un site quelque part, et ils sont en train de collecter des données, le fameux big data, d'analyser. Puis demain, le risque pour les Allemands, c'était de se voir ces gens-là capter finalement les envies, les attentes du client, des plateformes de vente, et d'en devenir des sous-traitants. Alors, c'est ça qui a accéléré quelque part leur mariage entre une industrie extrêmement mécanique, des racines profondes, industrielles, hardware, vers quelque chose qui pouvait les emmener vers le client directement. Ils font 2 choses. Une action top-down, ce cadre. Ils vont jusqu'à aujourd'hui financer des projets à la condition de PME, du Mittelstand allemand, à la condition où les entreprises collaborent ensemble, se connectent pour de vrai. Ça, c'est le cadre. Et puis, c'est le terme Industrie 4.0. Mais ils veulent l'acceptabilité de ces sociétés, de ces PME, ils vont la chercher en développant des plateformes de recherche communes sur des projets, ce qu'ils appellent les Labs Network Industrie 4.0. Vous en trouvez un peu partout en Allemagne. Des plus connus, c'est à Kaiserslautern, où sur une idée d'un produit, 2, 5, 20 entreprises collaborent. Se mettre à prouver qu'il y a un autre moyen de produire que celle qu'on connaît, assez déconnectée, on est en surcapacité constante, où on a des stocks à tous les niveaux, et où on pousse des produits imaginés par un marketing. Allez, ils font le mieux qu'ils peuvent, mais des fois déconnectés d'une réalité du client, pour arriver à faire la flexibilité nécessaire pour fabriquer à la demande. Ça a été dit tout à l'heure, c'est un des défis. Parce que l'argent, il n'est pas dans la technologie elle-même, il est dans la chaîne, la supply chain, comme ça a été mentionné. Il y a tellement de capital immobilisé dans cette logique de pousser vers les clients des milliers de produits de fabriquer en masse en espérant qu'ils se vendent, que le grand défi qu'on a compris dans ce mouvement, connaissez ces business models qu'on appelle B2B, B2C, business to business et business to consumer, c'est non seulement de les connecter, d'avoir du B2B, B2C, mais de l'inverser, pour partir du C to B to B. Mais ça nécessite d'aller chercher le client, voire de la co-conception avec lui, d'adapter l'outil de production et tous les moyens et toute la logique de sous-traitance qui rentre dans cette notion d'agilité. C'est ça qui est compliqué. Pour des gens comme nous, votre côté très hardware, de comprendre des mots
que vous entendez tous, qu'on entend tous. Et ce petit... J'aime bien celle-là qui représente cette évolution, parce que finalement, entre la 3e et la 4e, on met des petits trucs qui communiquent. Ben ouais, c'est ça le défi, c'est qu'avec tout ça, tous ces big data, ces data mining, ces machine learning, ces cloud computing, cet Internet des objets, on aille vers l'Internet des services, autrement dit, vers le partage de l'information utile pour une recherche d'efficacité. Un exemple en Allemagne d'une usine Bosch qui s'est connectée avec un de ses fournisseurs et avec un constructeur automobile. En pilote, en test. 30% de diminution des stocks chez Bosch, 10% de productivité en plus, et le client qui est satisfait au possible parce qu'on lui a mis en place un service qui non seulement lui permettait de suivre en temps réel la fabrication chez Bosch et la qualité, et le niveau de qualité, et aussi de voir si Bosch lui ment pas par hasard quand il lui parle d'une rupture de stock de son fournisseur. Il a même accès à l'état des stocks et des livraisons du fournisseur de Bosch. Nous, on n'a pas trop votre problématique. On parlait de faible pourcentage du PIB en industrie. Là, c'est l'emploi en Suisse. Les zones les plus bleues, c'est à plus de 43% d'emplois dans le secteur industriel. Cet arc jurassien, dont je suis l'école d'ingénieurs pratiques, appliqués, c'est le dernier niveau de la formation professionnelle en Suisse, et puis c'est les 2/3 d'une classe d'âge passent par un apprentissage, où on retrouve voilà, toute l'horlogerie et le medtech. 75%, je vais faire un effort de parler français, 75% des emplois sont dans les PME. Des PME, c'est un peu l'ambiance tout X droite, tout X gauche. Il y en a qui facettent le côté gauche de l'aiguille de la montre et l'autre le côté droit. Ils ont développé une telle expertise qu'on est à ce niveau-là quasiment. Ça, c'est quelque chose que, de l'autre côté, ils ont réussi à faire. On a une histoire industrielle de 2 siècles, on a préservé des savoir-faire. Il y a beaucoup de choses qui sont justement dans cette formation professionnelle, de terrain appliqué, où il y a de l'argent qui est mis, des moyens qui sont mis pour avoir préservé ça. On forme toujours des horlogers, comme il y a un certain nombre d'années. On a un ADN unique. Vous avez parlé tout à l'heure que j'ai fait 13 ans dans une société qui vendait des machines-outils à haute valeur ajoutée. On perçait des trous dans les injecteurs diesel, 100 microns, un dixième de millimètre, plus ou moins 3 microns, reproduit des milliards de fois, dans le monde entier, au Japon, partout où ils fabriquent de la voiture et du diesel. J'ai dû aller au Japon pour m'apercevoir qu'on était les seuls à être capables de faire ça. J'ai vu un jour Denso, fournisseur équipementier de Toyota, en avoir marre d'acheter des machines avec les taxes à l'entrée des Japonais, etc. Ils finissaient par acheter la machine à 1 million de francs. Au bout de 40, ça se voyait dans leur livre de compte. Et ils m'ont annoncé un jour, on s'entendait pas trop mal, que désolé, mais Philippe, voilà, on va faire nous-mêmes nos machines. Une armée de petits, c'est un pléonasme japonais, ingénieurs, je voulais dire, japonais. Ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. Ils sont arrivés à faire des trous. Mais le mettre en prod, leur produire, garantir la qualité, les plus ou moins 3 microns en permanence dans des trous coniques inverses, ils ne sont pas arrivés. J'ai dû aller jusque là-bas pour me dire, mais putain, on a une mine d'or. On est assis sur une mine d'or. Ces savoir-faire, il n'y a qu'ici qu'on les a. Vous les avez aussi un peu de ce côté, je sais. On se ressemble. Et puis, cette image d'excellence, je veux dire, le Swiss Made, ça fait vendre. Puis, vous avez vu notre petit territoire. En 2 heures de voiture, ou transport public, on a toute la chaîne de valeur dans ce domaine de la production microtechnique. On a des fabricants de matières qui produisent ces alliages d'or, ces alliages de titane, les medtech, l'horlogerie, tout ce qu'ils ont besoin. Fabricants de machines sont encore là, tous là. Les manufactures, les producteurs. C'est une chance incroyable quand on parle d'interconnexion des entreprises. Quand on parle de mettre de l'information, de la partager dans cette volonté de rechercher de l'efficacité, partager des infos. Et pourtant, un défi. Enfin, on a plusieurs défis. Parce que je vous ai parlé, tout X droit, tout X gauche, ils ne se parlent plus. Enfin, ils ne se parlent pas facilement. On a cette culture du secret. Puis on le sent. Ici, je vous ai mis
avant d'appuyer, je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai trouvé ça. Je trouvais symbolique des défis qu'attendent aujourd'hui ce tissu industriel suisse, fait majoritairement de PME. C'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, European Innovation Scoreboard. Alors, la barre au milieu, là où après il y a des trucs bleus, c'est la moyenne européenne. Du côté où il y a toutes les barres bleues, c'est là où la Suisse est plus haut que la moyenne européenne. C'est impressionnant. Vous avez, par exemple, j'arrive pas à lire depuis là, mais je pense que vous arrivez à lire, vous, des trucs à 600% au-dessus, dans des publications scientifiques, en collaboration avec, etc. Alors, ok, très bien. Il y a 3 petites barres qui sont en dessous de la moyenne européenne. Des PME innovatives qui collaborent entre elles. Ah, tiens. Et des produits et des services plutôt haute valeur ajoutée à l'exportation. C'est quand même dommage. C'est là où ça se fait, la richesse de la Suisse et de ses PME. Ce qui m'a convaincu définitivement de prendre à bras-le-corps en tant que directeur d'école et puis de mettre mon école au service de cette région, c'est que finalement, le medtech et leur lot portent en eux le besoin intrinsèque de personnalisation. Vous n'achetez pas une montre suisse pour avoir l'heure. Vous achetez une montre suisse pour afficher quelque chose. Une réussite, un niveau social. Les Chinois achètent des montres suisses avec un bracelet 2 fois plus grand qu'il ne faudrait pour pouvoir la mettre par-dessus le costume. Ça veut dire quelque chose. Et puis, évidemment, le health and medtech, on va dire, là oui, on parle de médicaments personnalisés, on en produit aussi, on a du pharma dans la région, et puis tout ce qui est prothèse, vous n'êtes pas fait, pas pareil que moi, heureusement, et puis entre vous, il y a besoin, ça, de personnaliser aussi les produits du medtech. Donc, on a cette région du petit, parfait, discret, on aime bien parler comme ça, très hardware, qui a besoin foncièrement de personnaliser ses produits pour ajouter de la valeur, d'inverser la chaîne de valeur, mais qui doit vraiment sortir du dogme de la culture du secret pour partager ce qui doit l'être. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que je suis en train de faire, c'est porter le message en disant « Regardez ce qui est possible de faire avec ces enjeux de cette révolution, mais il va falloir que vous parliez. » C'est beaucoup plus facile pour ces entreprises, et comme j'étais à la tête d'une, je le sais, de parler avec des clients japonais, chinois, américains, tout ce que vous voulez, que d'aller discuter avec la boîte d'en face. On a développé un programme, c'est pas de la pub pour l'école, c'est juste qu'on a pris conscience, c'est ce qu'on est en train de faire, une nouvelle qu'on appelle manufacturing, parce que c'est joli, parce que ça fait manufacture, et puis qu'en plus il y a l'homme au tout début. Parce que c'est une question d'homme, avant tout. Les robots dans leur lot, c'est pas demain. J'ai raconté quelque chose en venant. J'ai discuté avec des fabricants ABB et Stubli qui m'ont dit, des vendeurs, on arrête de venir dans l'arc jurassien essayer de vendre nos robots aux patrons des PME. Ils veulent la paix du travail, ils veulent pas avoir de problème avec leurs employés de mettre un robot. Aujourd'hui, c'est niette. Dans 10 ans peut-être. Mais c'était assez étonnant. Une nouvelle formation. En Suisse, on parle d'innovation, on parle de conception, on parle de produits merveilleux, de valeur ajoutée. On s'en fout de la prod. Il n'y a pas une formation dans le domaine de la gestion de prod, dans le domaine du lean management, dans le domaine... La preuve, c'est que depuis 15 ans, toutes ces entreprises importent des ingénieurs formés en France. Alors, c'est le moment qu'on le fasse. On le fait, avec une autre école d'à côté qui est à Yverdon, qui est l'école du canton de Vaud. Et là, on va la teinter très Industrie 4.0, dans cette logique de supply chain, dans cette logique de gestion de prod connectée, de production connectée et de logistique interconnectée. On va déployer toute une formation justement pour que ces patrons de PME comprennent les enjeux. Je crois que c'est nécessaire. Pour qu'ils comprennent que c'est le modèle d'affaires. On a parlé tout à l'heure de l'innovation dans les services. Aujourd'hui, je parle avec une société de machines, outils, qui ne veut plus vendre ses machines, qui veut être payée en fonction du travail qu'elle fait demain chez leurs clients. On va passer foncièrement, on est en train d'étudier, c'est pas sûr qu'ils le fassent, mais on va passer d'un modèle qui aujourd'hui, la machine est un bien d'investissement amorti sur 10 ans, à un coût de fonctionnement. Ça va devenir possible.
Dans mon boulot d'avant, dans ma vie d'avant, j'ai été convoqué un jour par le responsable des achats, et je vous dis ça il y a 7 ans en arrière, du plus gros équipementier qui s'appelle Delphi, qui est l'équipementier de General Motors historiquement, et qui m'a dit: Monsieur Grise, notre business model en tant qu'équipementier, c'est simple, c'est de construire des usines proches des constructeurs automobiles dans le monde entier et demander aux fournisseurs de nous mettre les moyens à disposition pour produire des pièces, et ils seront payés à la pièce. Il y a 7 ans en arrière, je suis reparti en me disant « ciao, sans moi ». Aujourd'hui, j'ai cette phrase qui tourne en boucle, et je me dis, mais maintenance prédictive, contrôle à distance, tout ce qu'on peut imaginer, donc intelligence machine embarquée, etc., smart contract, blockchain, vous faites une pièce, vous la contrôlez, vous libérez l'argent, vous êtes payé. Technologiquement, ça va devenir possible. Là où j'aurais dû mettre 3 ingénieurs, 3 opérateurs pour faire tourner sur une machine, aujourd'hui, je me dis, avec 1 et 5 machines, ça commence à être possible, avec toute cette logique, cette intelligence à distance, etc., et embarquer, et le contrôle. Je crois qu'il faut prendre la dimension de ces enjeux-là, en fait. Ça, c'est notre programme de recherche. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire. C'est une vision. Alors, ce ne sera pas 2025 qu'on va y arriver. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire comment on passe de technologies aujourd'hui rigides, qui sont performantes quand elles commencent à produire 1000 pièces. Quelle technologie on sélectionne en termes de flexibilité? Je vous prends un exemple, l'étampage, un outil, toujours les mêmes trous, vous devez changer d'outil, vous avez des temps de réglage incroyablement longs, etc. Laser, femto. Je l'ai mis en route dans l'automobile, on perçait des trous avec ça, la qualité est juste incroyable, elle répond aux besoins microtechniques, de précision, etc. Il y a déjà des gens qui remplacent des petites séries aujourd'hui, pas la production grande, mais de l'étampage par ça. Temps de changement de série, soft, plus d'outils. Et puis, on a déployé cette logique jusqu'à aller chercher la taille de l'eau. Qu'est-ce que ça voulait dire? Une taille de l'eau unitaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour maîtriser les processus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au closed-loop manufacturing, jusqu'à la production connectée, contrôlée, et puis l'autonomie avec toute cette vague de digitalisation. Et puis on a symbolisé ça par quelque chose que je voulais vous montrer, et je finirai parce que je crois que je prends trop de temps qu'il faudrait. Voilà, c'est compliqué. C'est 3 étudiantes chez nous qui... On a inventé une fraiseuse qui tient sur une table et qui a les mêmes performances qu'une machine de 3 tonnes et qui a fait un buzz l'année dernière. Et puis nos étudiants se sont dit on va profiter de ça pour aller symboliser une usine de demain, du futur. On va utiliser la 3e dimension. Quand j'ai montré ça à des manufactures horlogères comme ça pour leur dire voilà nos délires, ils m'ont dit mais Philippe, en haut, tu mets une machine, on commence par fabriquer la platine, la pièce moins capable, ensuite on met une contrôle vision, on prend les anthrax, on fabrique le pont à côté en fonction de l'anthrax vraiment fabriqué de la première, et puis on continue la logique et on sort un kit préassemblé, bon du premier coup. On discute aujourd'hui comment on peut faire naître cette vision. Ce délire, il y a des gens qui nous disent mais on pourrait produire en boutique. On pourrait fabriquer, par exemple, pas des montres, mais des bagues, la joaillerie, un vecteur de croissance du monde du luxe. Vous imaginez, demain, vous rentrez dans une boutique et puis vous discutez avec la vendeuse et puis vous dites, vous voulez quoi comme bague? Et puis il y a toute la CAO, la maquette digitale qui est là, et puis elle peut choisir, etc. Et puis elle appuie sur un bouton. Et puis derrière, alors on ne va pas le montrer, ça ne fait pas très luxe, il y a une armoire comme ça avec tout ce qu'il faut dedans. Fabriquer une bague, c'est 5 technos. Du polissage, du gravage, de l'usinage, enfin bref, voilà. Donc pas si compliqué, petit, ça tient, pas besoin de dalle d'usine. Et puis vous avez la pièce comme les lunettes en 1 heure, vous avez votre bague d'une marque renommée, fabriquée à la demande, sur mesure, vous avez rajouté 20% histoire de, de gagner plus d'argent, et efficace, et à proximité du client. Voilà où on en est dans notre compréhension de ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on entend autour de cette usine du futur. Et je vous remercie de m'avoir écouté.